Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Nous venons tous de traverser une crise inédite. L'industrie, le commerce se sont arrêtés pendant plusieurs mois. Depuis septembre, l'économie se réveille. On parle de reprise. Mais quelle reprise? On en parle avec nos invités juste après le générique. Un an et demi de vie au ralenti pour l'économie mondiale, pour l'économie de la France et celle du Limousin. Une période durant laquelle il a fallu réinventer le commerce, l'industrie, le travail, les soutenir fortement. Un an et demi d'inquiétude et aujourd'hui la reprise fait la une de tous les médias. Cette fameuse reprise est-elle palpable chez nous en Limousin? Est-elle durable? Subsiste-t-il des écueils? Pour répondre à ces questions, nous recevons Philippe Seigne-Vialex, directeur de la Banque de France pour la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Éric Valade, représentant de l'interprofessionnel CGT. Bonjour. Bonjour. Alain Ravanne, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Et également Pierre Massy, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Monsieur Massy, justement, est-ce qu'on peut parler, vous qui avez une vue un petit peu générale sur le commerce et l'industrie, est-ce qu'on peut parler d'une reprise économique? Oui, clairement. Oui, clairement, une reprise. La reprise, évidemment, depuis le mois de septembre est nette, mais elle est un peu antérieure à ce mois de septembre-là. Elle est surtout, depuis le début de l'été, la réouverture massive de nos restaurants qui était le dernier maillon de cette chaîne qui était resté totalement fermé pendant 7 mois. Mais la reprise a déjà eu lieu depuis un certain temps et aujourd'hui, elle est clairement là. Monsieur Seigne-Vialex, est-ce que les chiffres confirment cette reprise ? Oui, effectivement, on a une très forte reprise. Alors, elle a été très forte après le premier confinement. Ensuite, il y a eu quelques soubresauts, mais on a vraiment une reprise très, très importante. D'ailleurs, on table sur une croissance de 6,3% cette année, ce qui est quasiment historique, et encore 3,7% l'année prochaine, ce qui est très, très fort. Mais alors, quels sont les indicateurs qui, vous, du côté des banques, indiquent que tout va bien et tout va mieux Alors, ce ne sont pas vraiment des indicateurs, ce sont les chefs d'entreprise qui nous le disent. Nous interrogeons 8500 chefs d'entreprise tous les mois, une petite centaine pour la Haute-Vienne. Et ils nous disent tous que leur activité a repris fortement. Et là, nous sommes en train de faire nos enquêtes sur l'activité du mois d'octobre. On les a commencées depuis hier. Et on avait noté un tout petit tassement dans la croissance en septembre. Et là, c'est vraiment bien reparti. Et ils nous disent tous qu'ils ont retrouvé les niveaux d'avant Covid, voire au-dessus. Monsieur Ravanne, le BTP, ça ne s'est quasiment jamais arrêté? Alors le bâtiment, singulièrement les petites entreprises, les petites structures, et plus on s'éloigne de la ville d'ailleurs, moins finalement, vous me contredirez, mais peut-être ou pas, les entreprises n'ont pas tellement vu passer le Covid dans les territoires ruraux. Évidemment, ce n'est pas des inconscients, mais bon, ils ont réussi à maintenir de l'activité. Et puis les clients arrivent, les clients passent des commandes. Enfin, ça fonctionne bien pour l'instant. Est-ce que ça fonctionne plus justement depuis cet été? Alors même un peu avant l'été. Enfin, on a retrouvé un niveau d'emploi légèrement supérieur à ce qu'il était en 2018. Il y a des créations d'entreprises. Et puis, les carnets de commandes se sont allongés, quoi. Oui, ça fonctionne bien. Monsieur Valade, le quoi qu'il en coûte, il a été bien géré pendant ces confinements? Disons que c'est ce qui a permis de passer la phase de confinement et la phase de crise. A fortiori, il faut quand même regarder maintenant les conditions de cette reprise parce qu'elles ne sont pas aussi sereines qu'on pourrait le penser. Allez-y, développez. En fait, on a vu apparaître beaucoup d'aides et beaucoup de soutien aux entreprises, etc. Mais une dégradation des conditions du travail et des codes du travail qui font que les salariés aujourd'hui ont du mal à retrouver leurs équilibres dans les nouveaux modes de travail qui arrivent. Et en même temps, on parle de la numérisation généralisée du télétravail? Par exemple, c'est un phénomène qui est apparu avec les mois de confinement, mais qui en même temps s'installe durablement et devient un des facteurs de travail aujourd'hui, et sur lequel on est attentif, nous, à essayer de regarder comment se passe, sous quelles conditions se passe ce télétravail, par exemple. Ça veut dire qu'à la CGT, aujourd'hui, depuis la reprise, depuis la rentrée, vous avez des appels de personnes qui disent voilà, ça se passe mal chez
chez moi, ça se passe mal dans l'entreprise à cause de ce qui a été mis en place pendant cette période de crise sanitaire? Alors, effectivement, il y a des choses qui ont été mises en place qui dégradent la façon de travailler des salariés, mais en même temps, on a aussi les emplois qui étaient non en télétravail et qui étaient sur le terrain, les emplois essentiels, essentiellement, et qui, eux, ont vu aussi leurs conditions se dégrader et ne voient pas la sortie du tunnel. Je parlais du quoi qu'il en coûte, Monsieur Massy, les aides de l'État, ce financement des entreprises. Est-ce que finalement, il ne cache pas un petit peu... il ne cache pas des situations qui auraient pu... des entreprises qui auraient fait faillite si on n'avait pas été dans une année comme celle-ci? Alors, d'abord, le quoi qu'il en coûte a permis, et de manière évidente, et c'est incontestable, c'est de préserver l'emploi. Effectivement, je pense que s'il n'y avait pas ce quoi qu'il en coûte, Alain Ravanne a raison de dire qu'un certain nombre de secteurs, dont notre secteur du BTP, n'a pas été réellement impacté, parce que notre activité dans ce secteur-là a pu continuer, mais dans un certain nombre de secteurs, le quoi qu'il en coûte, et surtout l'accompagnement de l'inactivité temporaire a permis d'éviter quelque chose de cataclysmique qui aurait pu arriver au niveau des entreprises, c'est-à-dire l'incapacité des chefs d'entreprise à assumer cette mise au chômage forcé, alors technique mais forcé. Et il est vrai que d'abord, les services de l'État ont été extrêmement réactifs pour accompagner, parce que je rappelle que le 15 mars 2020, quand on a fermé les entreprises, la fin du mois du 30 mars, 31 mars était juste là, et que pour les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille des entreprises, l'interrogation de savoir comment on allait faire cette fin de mois-là était gigantesque. Et ça a généré des gens dans un désarroi terrible qu'on a aidés, qu'on a accompagnés. 7 jours plus tard, après que les dossiers aient été déposés, les entrepreneurs recevaient l'accompagnement des salaires, puisque les entreprises avaient avancé ces salaires-là. Donc ce quoi qu'il en coûte a permis de préserver une casse sociale qui aurait pu être dramatique. Mais de préserver aussi des entreprises, on en a parlé aussi. Bien entendu. Et des entreprises qui auraient fait faillite. Nous en parlions encore cette semaine avec le directeur de la Banque de France. Aujourd'hui, l'activité du tribunal de commerce est inférieure de 60% avec ce qu'elle était il y a 2 ans à la même date. Donc ça veut dire qu'évidemment, un certain nombre d'entreprises ont bénéficié de ces accompagnements qui ont été pour certains très longs dans le temps, et je pense aux restaurateurs qui eux sont restés fermés 7 mois de plus que tout le monde. Donc c'est vrai que cet accompagnement, ce quoi qu'il en coûte, a préservé d'une casse sociale évidente et a permis à un certain nombre d'entreprises, alors évidemment que quelques-unes d'entre elles, mais M. Seigne-Valeix le dira bien mieux que moi, un certain nombre d'entre elles ont été un peu plus loin. Mais globalement, la santé de nos entreprises n'inspire pas aujourd'hui de grandes difficultés. Sans casse du côté des salariés? C'est-à-dire qu'on a financé des entreprises qui n'ont pas licencié, c'est ça aussi Alors, on a peut-être financé les entreprises qui n'ont pas licencié. On a aussi eu des aides qui ont été versées aux entreprises qui ont quand même licencié. On a eu un nombre de plans de licenciement qu'on nomme injustement PSE qui se sont développés sur la région. Mais au-delà de ça, moi je crois que c'est sur la question de la reprise qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui. Et il se trouve que la CGT et d'autres organisations syndicales et d'autres organisations non gouvernementales ont souhaité s'exprimer sur cette question-là avec un plan de rupture par rapport à une reprise qui devrait se faire comme traditionnelle, qui devrait plutôt travailler sur des secteurs, par exemple, sur la protection sociale, par exemple, sur les emplois, par exemple, avec la formation professionnelle, par exemple, sur les qualifications, mais aussi sur les salaires, les pensions, les minima sociaux qui permettent de soutenir fortement cette reprise. On sait qu'en France, dans notre pays, par exemple, l'économie tourne essentiellement sur la consommation intérieure. Et donc, du coup, il faut absolument soutenir cette consommation intérieure pour que cette reprise s'installe, que les entreprises fonctionnent et qu'elles créent de la richesse et que cette richesse soit répartie, notamment au travers des salaires de la protection sociale. Avant de poursuivre, on va dire un mot sur le BTP, parce qu'il y a de nouveaux problèmes, des problématiques. Aujourd'hui, ce sont les retards. Oui, les difficultés, on en entend
tous parlé, difficultés d'approvisionnement sur certains matériaux. Alors c'est vrai que ce sont des soucis. Et pour les illustrer avant de développer, je vous propose de regarder ce reportage. Il a été réalisé il y a 10 jours par Antoine Gégat et Valérie Agut et il illustre très concrètement ces problématiques rencontrées aujourd'hui par les artisans et les entreprises du BTP. On en discute tout à l'heure, juste après, Monsieur Ravan. Regardez. Tu mets des paquets ici, là ? Ces tuiles, cela fait des semaines que Richard Daillé les attendait. J'ai attendu pratiquement 2 mois peut-être pour les avoir, oui, effectivement. Et encore, c'est pas l'acier, c'est pas... Voilà, le bois, c'est... Voilà, c'est un général, hein. De toute façon, on subit en ce moment... on subit la loi du marché, hein. C'est comme ça. Hein. Des matériaux toujours plus rares et chers, et un personnel qui manque lui aussi. Son chef d'équipe l'a quitté au début de ce chantier de couverture. Il a donc dû le mettre en pause pendant plusieurs semaines. On est incapable de dire à un client qu'on va commencer tel jour pour finir tel jour. C'est assez compliqué. On peut arriver à commencer, on est obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas les matériaux qu'il nous faut. La main-d'œuvre aussi, c'est compliqué d'avoir des chefs d'équipe. On est obligé d'avoir 2-3 chantiers commencés. Oui, c'est compliqué d'avoir la main-d'œuvre. Une chaîne d'approvisionnement très tendue qui s'ajoute à des difficultés structurelles de recrutement. Le cocktail est explosif pour le BTP. Les 14 logements de cette future résidence en plein centre-ville de Limoges doivent être livrés en 2024. Les travaux débuteront à la fin de l'année, mais c'est le promoteur qui devra amortir la hausse si jamais l'envolée des prix se poursuit. On signe un contrat de réservation, un prix ferme et définitif, avec une date de réception des travaux qui est prévue. Là, c'est ce que je vous disais, on est vers la mi-2024 et on doit tout faire pour respecter ce délai vis-à-vis de nos clients. On prend une petite marge de quelques mois qui permet de sécuriser un petit peu tout le monde. Une marge de sécurité qui ne suffira peut-être pas. Certains promoteurs limougeaux accusent déjà plusieurs mois de retard de livraison. Ces retards sont dus à quoi, Monsieur Ravan ? Comme l'expliquait le collègue, difficultés d'approvisionnement sur certains matériaux, surtout très aléatoires. Il y a des difficultés d'approvisionnement, des sautes de prix assez invraisemblables. Et puis finalement, on pourrait être plus nombreux dans la branche, mais bon, il n'y a pas forcément assez de candidats. L'emploi salarié a augmenté, mais sans doute pourrions-nous accueillir plus de monde. Alors, je reviens un instant sur les matériaux, les retards à 400 mois pour des tuiles. Ça, c'est le retard dont vous me parliez. Vous m'avez fait passer une étude que vous avez fait, vous, à la CAPEB 87. 93% des entreprises que vous avez interrogées ont des difficultés d'approvisionnement. 39% pour le bois, 38% pour les métaux, 23% le PVC, les isolants. Avec ce que ça génère quoi ? Ça génère des désorganisations de chantier. Oui, il faut pas non plus forcer le trait. La très grande majorité des entreprises constatent des difficultés. Ça veut dire que c'est 100% de leur approvisionnement qui est en difficulté. Mais voilà, il y a ce petit frein et ça, effectivement, ça désorganise. Et puis ça veut dire que ça marche bien aussi pour vous. Non mais si on attend, si on n'a pas assez de matériel. Notre secteur d'activité, bon voilà, il y a une demande à la fois de la commande publique et de la commande privée. Bon, moi je suis plutôt, nous petites entreprises, majoritairement les collègues travaillent avec une clientèle privée, pas essentiellement, mais en majorité. Et finalement, oui, il y a des besoins. Et puis c'est du travail sur tout le territoire, donc c'est quand même une valeur assez importante. Autre problématique soulevée dans le reportage et que vous souleviez à l'instant, mais dont vous allez pouvoir nous parler tous les quatre, c'est ce problème pour recruter des salariés. Alors c'est vrai dans le BTP. C'est vrai absolument, représentant l'ensemble des secteurs d'activité hors artisanat représenté par la Chambre des métiers et évidemment l'agriculture, mais pour tous les autres secteurs, industrie, commerce et services, quels que soient les entreprises ou le domaine d'activité, j'allais dire, toutes les entreprises ont des difficultés aujourd'hui, ont des difficultés de recrutement, et quel que soit le niveau de recrutement, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on soit sur des emplois relativement peu qualifiés, des emplois intermédiaires ou des emplois très qualifiés, nous avons des difficultés dans tous les secteurs, quel que soit le type d'entreprise. Donc, effectivement, ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le Pôle emploi nous annonce 1 million d'emplois non pourvus.
Je suis surpris qu'on soit passé de 250 ou 300 000 emplois non pourvus à 1 million en quelques mois, mais néanmoins le chiffre est complètement hallucinant, même s'il est un peu important. Des chiffres hallucinants, j'en ai. Taux de chômage, il n'a pas été aussi bas depuis 13 ans. 840 000 recrutements en France. Le mois de septembre a atteint avec ce chiffre un record inédit depuis 15 ans. Et pourtant, vous allez le voir dans ce nouveau reportage, pourtant, eh bien, effectivement, les artisans, les commerçants, les industriels ont du mal à recruter. Ils vont même jusqu'à organiser, comme c'était il y a 3 semaines, dans un centre commercial à 2 pas de Limoges, des foires à l'embauche. Regardez ce reportage de Sébastien Laporte et Mathieu Dagremont. Certaines entreprises recherchent pour la fin de l'année, pour Noël. Un bureau de recrutement installé face aux caisses d'une grande surface. Faute de candidature, ces commerçants utilisent les grands moyens pour répondre à des besoins de main-d'œuvre toujours plus importants et n'hésitent pas à revoir les salaires à la hausse. En salaire, on est largement au-dessus du SMIC. Donc moi, je suis ouverte pour faire des rajouts. Donc je ne m'arrête pas sur un salaire déterminé en fermant la porte. Chez moi, la porte est toujours ouverte. J'ai 2 personnes qui ont eu des problèmes de santé, donc du coup, je me suis retrouvée un petit peu en sous-effectif, donc un peu dans l'urgence. On a lancé des offres d'emploi et des appels d'offres pour travailler, mais on n'a pas eu de retour. 15 emplois sont proposés en CDD ou CDI, ainsi que des temps partiels pour les étudiants. Objectif, mettre directement en lien candidats et employeurs. Quelques CV sont déposés dès le lancement de l'opération. Pour l'instant, on en a 4 et on a eu des petites visites de personnes qui sont juste venues se renseigner et qui vont venir plus tard demain, dans les 2 jours. Pas facile de recruter dans un contexte de grande tension. Creuse et Haute-Vienne totalisent 26 000 demandeurs d'emploi pour 15 000 offres de poste. Le niveau de chômage est même historiquement bas en Haute-Vienne. On est à 7,1 de taux de chômage et on estime que le plein emploi se situe autour de 5% de taux de chômage. Donc on a encore une petite marge. Ces fameux 2 points nous sont bien utiles pour encore pouvoir proposer des compétences aux entreprises qui recrutent. Mais effectivement, on est sur un marché en tension et qui se tend de plus en plus. Dans le commerce, 850 postes sur 1000 sont pourvus dans l'année selon Pôle emploi, mais les durées de recrutement s'allongent. Éric Valade, comment vous expliquez ce phénomène ? Qu'est-ce qui a changé durant ces confinements pour qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à pourvoir certains emplois ? Mais moi, je pense qu'il faudrait creuser un peu la question, parce que la dame qui dit que les salaires sont au-dessus du SMIC et tout, il faut voir à combien au-dessus du SMIC. Ça, on ne peut pas se contenter de dire c'est au-dessus du SMIC. Moi, je pense qu'il faut qu'effectivement les conditions de ces salaires soient mises sur la table. Moi, je sais que quand on fait des recrutements, nous, ça nous arrive de faire des bureaux d'embauche sur des secteurs qui nécessitent de l'emploi en plus, en particulier services publics, mais pas que. On a des CV, des centaines de CV qui arrivent parce que les gens cherchent du travail. Après, c'est la condition de ce travail qui est intéressante à creuser. Alors, il n'y a pas que le salaire, je le dis souvent, il y a aussi cette protection sociale qui a bien servi pendant la crise et qui a bien couvert le fait que les salariés soient en chômage partiel, etc. Et donc, du coup, il faut développer ces secteurs. On n'a pas besoin d'avoir de chômage partiel quand on travaille. Mais quand on travaille, il n'y a pas besoin de chômage partiel, mais il y en a encore pas mal qui sont dans cette situation-là et qui cherchent la porte de sortie pour pouvoir trouver les équilibres d'une vie professionnelle, d'une vie privée aussi, et retrouver les équilibres. On veut moins travailler ou travailler plus ? On veut travailler différemment. Je pense qu'il y a besoin de travailler différemment. C'est ce qui est une attente des salariés. L'engouement qu'il y a sur le télétravail aujourd'hui, une étude de l'UGICT, l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres Techniciens, CGT, fait apparaître que des salariés ne sont pas hostiles à travailler 2 jours par semaine chez eux, 3 jours par semaine en présentiel. C'est à peu près la grande tendance. Mais c'est les conditions d'exercice. Quand on est commerçant, quand on est plombier, on ne travaille pas 2 jours par semaine chez soi. Travailler en présentiel. À propos des salaires, un artisan, chez vous, les grilles de salaire, en fait, elles sont négociées par... Ce sont des grilles de salaire négociées dans la branche, sur la région. Ce sont des minima. Uniformisé, tout à fait, mais uniformisé sur la région. Autrefois, il y avait le Limousin, le Poitou-Charentes. Maintenant, on est Nouvelle-Aquitaine. On a réussi à ramener tout le monde sur le même niveau. C'est une protection, je pense, pour les salariés, pour les entreprises. Ça donne un cadre.
effectivement, ce sont des minima. Alors des minima qui sont loin du... Enfin, un CAP, vous m'avez donné un exemple, un titulaire d'un CAP, on va dire un plombier, un maçon, c'est 1 700 € brut. Le SMIC, je vous rappelle, c'est 1 590 €. Donc avec un CAP, on débute dans l'artisanat avec un métier. Avec un métier, avec 100 € de plus. Actuellement ou conventionnellement, j'allais dire, les négociations salariales dans notre secteur des travaux publics, par exemple, imposent le SMIC plus 10%. C'est la règle. On ne peut pas être à moins du SMIC plus 10%. Donc, effectivement, les conditions salariales sont évidemment importantes. Ce que je trouve assez remarquable, c'est quand on dit qu'on pense que le plein emploi est à 5%. Je me dis, mais pourquoi dit-on qu'il est à 5% ? Après tout, tant qu'il y a des offres à pourvoir, si j'ai bien lu vos chiffres, 26 000 offres à pourvoir, 26 000 demandeurs d'emploi, 15 000 offres à pourvoir, ça ne devrait dans l'absolu poser aucun problème pour pourvoir ces emplois-là. Manifestement, ce n'est pas le cas. Vous parliez de job dating, nous en avons organisé 2 à la Chambre de commerce, un pour les métiers de l'UMI, enfin de l'hôtellerie-restauration, pardon, avec l'UMI au printemps, avant la réouverture des restaurants, où pour la première fois, on a rassemblé en un même lieu une trentaine de restaurants qui ont accueilli des candidats au métier. Qui étaient, je parle des hôteliers restaurateurs, dans le désarroi, parce que plein de leurs salariés, pendant les 7 mois de fermeture, avaient changé de voie. Et puis on en a fait un très récemment pour les entreprises d'accompagnement à la personne, 20 entreprises présentes, et simplement, et là moi j'étais très surpris, parce qu'il n'y a pas de compétences particulières requises, 60 candidats. 60 candidats pour 20 entreprises présentes, alors que simplement ces 20 entreprises-là avaient à proposer plus de 100 emplois. Et avant de venir, on ne se pose pas la question de savoir si on va gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent. Déjà, on n'a que 60 personnes qui viennent. C'était vendredi, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours peut-être. Je suis surpris par... Monsieur Valade, justement... Enfin, sur la question des aides à domicile, voyez-vous, sur la Haute-Vienne, par exemple, on vient de monter un syndicat des aides à domicile parce que les conditions d'exercice du travail ne correspondent pas avec un niveau de vie qui est nécessaire pour pouvoir... Les gens qui ne connaissent même pas le métier, qui sont en recherche d'emploi, ne viennent même pas savoir quelles sont les conditions d'emploi. Ils ne viennent déjà pas. Des emplois qui sont souvent sur quelques heures par semaine, des emplois qui ne sont pas à temps plein et qui, eux, sont SMIC, vraiment... Avec des déplacements mal remboursés, etc., l'utilisation des véhicules personnels. C'est vraiment une branche très particulière. Ce qui n'est pas choquant d'utiliser son véhicule personnel, à condition que ce soit couvert largement comme il faut pour que ça puisse convenir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit l'augmentation du prix du carburant, par exemple, les remboursements à 22 centimes, je crois, le kilomètre, c'est insuffisant pour couvrir les frais que peuvent avoir ces salariés-là dans l'exercice de ces métiers-là. Et justement, Monsieur Saigne-Vialex, effectivement, il y a la hausse de l'énergie, la reprise, ça veut dire qu'on consomme plus, mais avec cette hausse de l'énergie, avec cette inflation, avec tout ce qui s'ensuit, est-ce que ça peut durer finalement, cette reprise et cette croissance du point de vue des ménages ? Oui, ça va durer même. Non seulement ça peut, mais ça va durer, on en est sûr, effectivement. Oui. Alors il y a plusieurs choses dans vos questions, mais pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, on a eu un chef d'entreprise au téléphone hier qui nous a dit qu'il avait passé une annonce dans le Bon Coin pour recruter. Donc ils sont ingénieux, les chefs d'entreprise, ils cherchent un peu partout. Mais je pense qu'on a fait déjà pas mal de réformes, mais on voit que l'apprentissage se développe, les contrats en alternance, donc tout ça c'est favorable aussi à l'emploi et à l'adaptation de l'offre et de la demande, parce que c'est quand même essentiellement le problème qui explique ces difficultés de recrutement actuellement. Un problème d'adaptation de l'offre et de la demande, un problème de formation tout au long de la vie, et puis peut-être aussi quelques changements, quelques revalorisations dans certains secteurs où les métiers sont pénibles. Le développement du télétravail aussi, effectivement. À la Banque de France, nous sommes la première entreprise de cette taille à avoir renégocié un contrat de télétravail avec 3 jours par semaine. Ça a eu un succès fou. Donc il y a tout un ensemble qui doit se réadapter aux nouvelles conditions. Les banques, elles vont continuer à jouer le jeu des taux bas pour favoriser la... En tout cas, nous nous y employons, puisque hier, le Conseil des gouverneurs s'est réuni et la communication d'hier soir, c'était de dire qu'il n'y a pour l'instant aucune raison de relever les taux. Donc nous allons laisser les taux bas
aussi longtemps que nécessaire pour soutenir l'économie, et donc des taux qui sont proches de zéro pour le refinancement des banques, et donc qu'elles répercutent sur leurs clients particuliers et entreprises. Donc oui, on continue à soutenir l'économie par des taux très bas. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que dans notre territoire, puisqu'on parle de la reprise ici en Limousin et Haute-Vienne en particulier, il faut aussi, il est à noter que nous avons un grand nombre d'entreprises de très grande qualité, avec des carnets de commandes extrêmement garnis, des entreprises qui sont dans la haute technologie, qui sont dans des secteurs de pointe, qui sont eux aussi en recherche évidemment de collaborateurs, mais qui ont des carnets de commandes qui sont aujourd'hui très pleins, parce qu'on a de la recherche-développement, parce qu'on a de la vraie compétence ici, parce qu'on a de la compétence depuis les salariés sur les chaînes de fabrication jusque dans les bureaux d'études, et que donc nous sommes un territoire qui, de ce point de vue-là, est intéressant, peut être attractif. Il faut effectivement que l'on arrive à faire matcher le besoin de ces entreprises avec des collaborateurs. Sans doute, ces recrutements passeront par l'arrivée de salariés d'autres territoires de France. Et dans le moment que nous avons vécu avec les moments de confinement, où on sait qu'un grand nombre de nos concitoyens souhaitent quitter les métropoles pour avoir un cadre de vie, un confort de vie plus agréable. C'est un de vos projets à la CCI de faire venir les Parisiens chez nous. Mais bien sûr, on n'a pas le chois. Et est-ce que ce seront des artisans pour vous, monsieur Ravanne, ou est-ce qu'il faut miser sur la formation des jeunes ici? C'est les deux. Il y a de la reconversion, hein. Vous devez le constater aussi chez les salariés, des salariés qui, à la faveur de cet événement quand même, c'était extraordinaire ce que nous avons traversé, hein, ça l'est encore, on souhaitait changer de métier, changer de cadre de vie. Il y en a qui arrivent dans mon métier, dans mes métiers du bâtiment, mais c'est transverse, hein, ça va vers d'autres métiers également. Mais oui, je pense que la chance, elle est là. L'outil de formation, il existe, il fonctionne plutôt bien. Il faisait pas le plein. En plus, ici, en Limousin. Ouais. Oui, il faisait difficilement le plein. Là, c'est un peu reparti, quoi. Bon, et les façons d'être attractifs, je ne sais pas, il y a faire voir que les métiers sont attractifs, les salaires, certes, mais il n'y a pas que ça, comme vous disiez, hein, c'est tout un ensemble, quoi. Les salaires et les conditions de vie qui ont changé, donc les conditions de travail qui doivent changer pour s'adapter à la volonté des nouveaux salariés. Qui doivent s'adapter, qui doivent changer. Mais je prends l'exemple sur la formation. Un dernier point là-dessus. Très vite. Ne pas avoir tiré le bilan du CPF, la mise en place du CPF, qui est une catastrophe pour les salariés. Le compte personnalisé de formation. Des heures de formation à disposition du salarié. On fait appel à l'intelligence du salarié pour pouvoir se former. Et sa mise en place est chaotique, ne se fait pas, se fait difficilement. Et donc, du coup, on ne fait pas appel à l'intelligence des salariés pour pouvoir se reconvertir. Ça nous ouvrira un nouveau dimanche en politique. Merci beaucoup. Dimanche prochain, Anaïque Demars et Martial Codébois seront en direct, pas en direct, mais seront à la foire du livre de Brive. C'est à ne pas manquer. Tout de suite, le Flash Info de Jérôme Pipo.